Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et de commencer cette nouvelle semaine ensemble avec ce nouveau numéro de Tilt, nature et écologie aujourd'hui avec pour commencer l'anniversaire du Petit Prince. Pour les 75 ans du comte d'Antoine de Saint-Exupéry, une exposition se tient au château de la Bourdésière et dans les 55 hectares du domaine car Dessine-moi ta planète. C'est surtout un jeu de pistes géant, le propriétaire est avec nous. Et puis nous accueillerons également un auteur, François Beaune se consacre à recueillir des histoires vraies. Depuis plus de 10 ans, il tend son micro aux habitants d'un territoire autour d'une question. Quel est votre souvenir, l'histoire la plus marquante de votre vie? Il est dans le Val d'Amboise en ce moment et avec nous dans un instant. Et enfin, puisque c'est l'été et en attendant le soleil, des sorties sur la Loire et du vélorail, le seul de la région centre. Voilà pour le programme de Tilt, c'est parti. Sur notre plateau pour cette première partie, Louis-Albert de Breuil. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le propriétaire du château de la Bourdésière à Montlouis et également de Dérolle à Paris. Vous êtes ici pour l'exposition / jeu de piste Dessine-moi ta planète autour du Petit Prince et de l'écologie. Alors il y a du gigantisme dans cette exposition. On parle par exemple d'un bois de 90 mètres de long. Vous allez revenir en détail sur tout ça dans un instant. A priori, on ne risque pas de retrouver ce bois dans la Loire. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Toi, tu es chroniqueur, toujours au fait de l'aventure. 3 activités à faire sur le fleuve Royal, c'est dans un instant. Car juste avant, on va regarder l'image que l'on a retenue de ce week-end. À côté de la politique, c'est ce défilé pour fêter un autre anniversaire, les 7 ans des îlots électroniques. Alors, les organisateurs sont passés entre les gouttes pour une grande parade. 4 chars, une trentaine de danseurs, confettis et musique techno, house ou minimale. Le thème, c'était le retour à la vie. Les îlots électroniques se tiennent d'ordinaire le temps d'un dimanche sur l'île Balzac ou l'île Simon. Tu y étais, Antoine? Non, pas cette pu fois, y mais assister j'ai participé à pas mal de concerts. Bon, en tout cas, ça change d'un dimanche pluvieux. C'est sûr. Antoine, 3 activités à faire sur la Loire, 3 adresses, 3 lieux intéressants. Ça commence avec une balade crépusculaire en canoë. Exactement. Maison de Loire, dans le 41, organise différentes activités autour de la Loire. Et notamment, ils ont proposé à Saint-Dié-sur-Loire une balade crépusculaire sur la Loire. Donc en fait, on part en canoë, par groupe environ de 6, et on va découvrir les bords de Loire et notamment aussi toute la faune et la flore qu'on peut trouver tout autour des bords de Loire. Parce qu'en particulier, moi je l'ai appris que récemment, il y a des marmottes notamment tout autour des marmottes et des casques, pas des marmottes, des castors. Ouais. Ça se ressemble. Des castors sur les bords de Loire qui en fait font évoluer nos rives. Et en fait, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette faune et cette flore autour de nous. Et crépusculaire, donc l'intérêt, c'est de voir une faune différente de ce qu'on verrait la journée, j'imagine? Exactement. Ou c'est juste pour le coucher de soleil? Alors, il y a le coucher de soleil, mais il y a également une autre faune, étant donné qu'en fait, par exemple, le castor ne sort qu'en fin de journée. Il vit au début de la nuit et tout au cours de la nuit. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on fait une balade en pleine journée, on ne peut pas les voir. Donc en canoë, donc sans moteur. Exactement. Ça dure combien de temps? Ça dure environ 3h30. Il faut un groupe au moins de 6 personnes et c'est 28 € par personne. D'accord. Pour se renseigner, donc c'est à Saint-Dié-sur-Loire, c'est ça C'est ça, c'est à Saint-Dié-sur-Loire et il faut réserver à contact@maisondeloire41.fr. Merci beaucoup. Toutes les informations, de toute façon, sont écrites. Deuxième activité, la plus grande toux de Loire, Moment de Loire. C'est ça, Moment de Loire a commencé son activité il y a quelques mois avec Aurélien Turpin. Et en fait, c'est la plus grande toux de Loire, 35 mètres carrés. Et c'est un plaisir. Moi, j'ai eu la chance d'en faire, comme on peut le voir sur les images. Donc bateau à fond plat. C'est ça, bâton à fond plat, traditionnel sur la Loire justement, et on peut faire des balades magnifiques. On voit normalement actuellement Aurélien Turpin, et en fait on peut découvrir tous les bords de Loire et surtout une histoire. Lui, Aurélien Turpin, il est guide de Loire, donc il vous explique absolument l'histoire, l'écologie, l'écosystème de la Loire. C'est plein de balades possibles aussi. On peut faire 1h30, 2h, 3h, 5h. Et en fait, c'est différents formats de balades. On peut déguster sur les bords de Loire, on peut aller à la rencontre des différents pêcheurs de Loire. Ça va de 20 € à 59 € pour les adultes et 12 à 29 € pour les enfants. Et surtout, il y a un point fort que j'aime beaucoup, on peut emmener ses animaux de compagnie. D'accord. Directement Toi, sur la Loire. tu l'as fait, Je l'ai personnellement. fait, j'ai fait une Et balade. le plus avec ce tour-là en bateau, c'est que, j'ai oublié son nom, Aurélien? Aurélien Turpin, ouais. Il joue le rôle de guide.
Il joue le rôle de guide. Il nous a fait découvrir des plantes comestibles directement sur les bords de Loire. Il nous a fait découvrir un peu les différents animaux qu'on pouvait voir de loin, en nous expliquant aussi l'évolution de la Loire, comment l'eau, par exemple, avait été purifiée par un petit insecte qui, en fin de compte, purifie et en même temps détruit petit à petit l'écosystème. Et c'est hyper intéressant parce qu'on peut apprendre plein de choses de lui. Donc moi, je vous recommande pleinement. Le départ est au port de Chaumont-sur-Loire. Et ensuite, il faut juste se laisser guider sur la Loire. Juste se laisser voguer. Vous connaissiez, Louis-Albert? Oui. Je connaissais, je vais même y aller parce que c'est l'occasion d'aller à Chaumont-sur-Loire, Oui. qui est un bonheur de jardin, d'exposition et évidemment toujours les mêmes installations tout à fait remarquables de ce château. Oui. Et puis la Loire qui est encore ce dernier fleuve sauvage d'Europe. Espérons-le pour le plus longtemps possible. Bah oui, puis qui change à chaque saison, chaque fois un nouveau tableau. Dernière idée, les pêcheries ligériennes, Romain Gadet. Exactement, Romain Gadet, c'est l'un des seuls pêcheurs professionnels de Loire. Et justement, il a ouvert récemment son restaurant, La Cabane à Matelot, avec Ambroise Voreux, qui est son chef cuisinier. Oui. Et donc en fait, il cuisine avec justement Romain tout ce qu'il pêche directement sur la Loire. Il cuisine le poisson, il le transforme, il en fait des rillettes. C'est un endroit charmant que notre chroniqueur tourisme nous avait présenté d'ailleurs. Il fait lui-même le service par exemple dans le restaurant. Il nous habitue à des nouvelles sensations. Le poisson de Loire, certains on ne les connaît pas ou on les connaît peu dans nos assiettes. Et donc c'est l'occasion d'en découvrir de nouveaux. Sa force, c'est une grande... Vous connaissez Romain Gadet? Je connais, De nom? mais je connais peut-être, c'est lui qui cuisine entre autres le silure. Exactement. Ouais. Alors, Sa force, c'est une grande simplicité avec des tarifs qui sont vraiment abordables pour tout le monde. Des tarifs C'est pas très guindé, abordables. pour dire les choses simplement. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, ça sort du domaine connu. Exactement. Et justement, je vous propose une dernière balade avec lui, justement, Oui. pour aller tirer les filets et faire une découverte et du vin et justement de ses produits à lui, en rillettes de poisson de Loire. C'est 60 € par adulte, 40 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. C'est une balade de 3 heures qui restera gravée dans votre mémoire, je pense. Et moi, je vous le conseille parce que du coup, vous testez aussi le métier de pêcheur directement à voir comment on récupère les animaux. Jeter le filet. Alors, on les récupère, justement, récupère, parce que c'est quand déjà on pas le mal. jette, c'est très tôt le matin. D'accord, ok. C'est juste pour des questions pratiques. Merci Antoine. Mais On va de rien. essayer. En tout cas, on sait qu'on a déjà un rendez-vous pris pour Aurélien Crépin. Turpin. Turpin. Merci beaucoup à toi Antoine. Alors on va parler rapidement de cette exposition. C'est l'ouvrage de littérature le plus vendu au monde, 1300 éditions, 145 millions de copies. C'est le livre le plus traduit après la Bible, publié en France donc il y a 75 ans, en 1946. Je pense que tu sais de quoi on parle Antoine. Tout à fait. Le Petit Prince. Le Petit Prince. À partir de demain, l'exposition Dessine-moi ta planète donc, ouvre au château de la Bourdaissière, une exposition immersive organisée en 10 étapes à travers le domaine. Vous avez donc créé des installations impressionnantes. Alors on parlait de ce bois, 90 mètres. 2 artistes, alors on appelle ça du land art, mais tout le monde sait que ce n'est pas un chapeau, c'est un boa qui a avalé un éléphant. Et le boa, effectivement, de 90 mètres, réalisé par Paco Lerazer et Marc Averly, a avalé un éléphant. Il faut y aller, c'est juste impressionnant. Il fallait le représenter. Il y a aussi un banc qui fait 30 mètres. Il y a énormément de choses massives à chaque fois. Alors, d'abord, chaque installation est une posture de cette écologie positive, de l'écologie racontée par les enfants aux parents. Ça veut dire que à la lecture du Petit Prince, et avec l'iconographie des rôles, la pédagogie de cette maison qui fête cette année ses 190 ans, nous avons conçu, des rôles a conçu le fait que chaque étape pour les enfants et les parents, c'est non seulement un jeu de pistes, mais c'est l'expérience de la vie positive, humaniste, du partage, des solutions qui va être représentée par 10 grandes expériences. Alors il y a un mélange de poésie, comme dans Le Petit Prince, de poésie, de philosophie et d'écologie positive. Vous venez de le dire, vous avez voulu faire quoi? Qu'est-ce que ça signifie l'écologie positive, au sens où vous l'avez conçu, cette exposition? Alors l'écologie positive, c'est l'écologie qui n'est pas catastrophiste, c'est l'écologie qui n'est pas celle de la collapsologie, c'est l'écologie qui n'est pas politique, c'est cette écologie qui est en même temps humaniste, qui porte des solutions, qui est celle du partage, de l'émerveillement, de la joie, du bonheur, et celle en fait de toute une génération, les enfants, qui vont avoir à gérer probablement ce que nous avons laissé derrière nous. Nous n'avons pas bien nettoyé notre planète, aurait dit le Petit Prince. Il faut nettoyer sa planète. Et
chaque étape, encore une fois, c'est un moment de découverte. La nature est une aventure. La première étape, on descend dans les caves des terrasses de la Bourdaissière et on découvre l'observation, le patrimoine matériel et immatériel de notre territoire, là où l'on vit. Donc, effectivement, tout ce qui est classé par l'UNESCO. D'ailleurs, l'UNESCO a donné son patronage à cette exposition. Ensuite, nous avons la deuxième installation qui est l'inconnu. La vie est faite de plein d'inconnus, avec des traumatismes, avec des éléments de bonheur. C'est la maquette au 7/10 de la nef de Notre-Dame qui nous a été donnée par les Compagnons du Devoir, dont on va rentrer, on va entendre des chants grégoriens, et puis on va pouvoir, sur des hamacs, écouter ces chants et se dire, mais finalement, c'est beau, même si c'est traumatisant, ce feu et l'incendie de Notre-Dame. Alors nous, on connaît la Bourdaissière notamment pour son conservatoire de la tomate. Et il y a aussi des expositions, des étapes de l'exposition là-bas. C'est vraiment sur les 55 hectares, c'est pas que dans le sous-sol, c'est partout. Il y en a dans les caves, mais effectivement, il y en a dans le potager. Dans le potager, il y a cultiver son jardin, qui apprend la pollinisation, c'est-à-dire... Puis il y a le cycle de l'eau. Et il y a le cycle de l'eau. Alors c'est quoi ça? On oublie que l'eau que l'on boit, elle a 4,5 milliards d'années, c'est toujours la même eau, mais que l'eau a différents états. Donc on entend dans des instruments de musique où on met son oreille à différentes hauteurs, l'eau qui coule, les torrents, les fuites d'eau, effectivement les tornades, les typhons, tout ce qui constitue les différents états de l'eau. Vous avez relu, comme c'est vrai qu'on l'a tous lu, mais parfois ça fait un peu de temps, vous avez relu ce livre et vous avez conçu cette exposition autour de votre interprétation de l'écologie selon Saint-Exupéry. Alors, il a fallu se pencher sur quelle écologie il avait comme vision quelle vision il avait de l'écologie. Alors d'abord, il a une vision effectivement qui est celle de l'émotion, de l'inattendu, du fait que en écoutant Le Petit Prince, on s'aperçoit de l'essentiel, celui qui est invisible à l'œil. Et donc dans cet essentiel, il y a évidemment nettoyer sa planète, il y a prendre soin de sa rose, il y a faire en sorte que on ne regarde pas les gens passer comme le renard l'explique, mais qu'on l'amitié soit véritablement un élément sacro-saint de notre vie. Et donc, Saint-Exupéry, qui dit dans ses derniers mots qu'il a peur de ces robots et qu'il aurait voulu être jardinier, c'est les derniers mots qu'il écrit avant de disparaître, effectivement, et on retrouve ses écrits dans les caves, c'est une ode à une terre harmonieuse. Et vous verrez l'un des derniers textes qui est dit un conte dans les caves, au moment où on découvre les planètes du Petit Prince, après avoir regardé avec Jean-François Clairvaux, astronaute, les planètes de notre système solaire qui sont la Terre unique dans le cosmos, on s'aperçoit encore une fois que préserver sa Terre, c'est préserver évidemment ses enfants, c'est préserver tout simplement la vie, et nous ne sommes pas propriétaires. On va peut-être évoquer très rapidement Desrolles, 190 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, de ce cabinet de curiosité au plein centre de Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette entreprise? Desrolles, c'est très simple. C'est 190 ans de pédagogie, d'explication de la Terre au plus grand nombre. C'est devenu, après ces 180 ans où Desrolles est présent dans les musées du monde entier, dans les écoles avec les planches pédagogiques, dans les centres scientifiques, aujourd'hui Desrolles explique comment préserver la Terre. Desrolles a été partenaire officiel de la COP21, à une convention à l'UNESCO, et Desrolles écrit effectivement et pense à des écosystèmes autonomes et résilients. Donc, Desrolles et le Petit Prince, c'était un mouvement naturel, c'est une chance exceptionnelle, c'est une exposition qui va se reproduire, c'est aussi un ouvrage chez Axe du Sud qui vient de sortir qui s'appelle « Dessine-moi ta planète » et qui fait partie de ce qui va accompagner le visiteur avec le livret pédagogique qui est remis à chaque famille gratuitement. Donc ça, on peut le trouver dans toutes les librairies, il est déjà sorti. Il est déjà sorti, c'est dans toutes les librairies. Il y a 10 contributions, ça va de Colline Serrault, que tout le monde connaît, à Yann Arthus Bertrand, à François Sarano, à Jean-François Clairvaux, à Camille Etienne, à Étienne Klein, donc à Jean-Louis Etienne, il y a beaucoup d'Étienne. Et donc l'exposition, elle est à partir du 29 juin, donc à partir de demain, au château de la Bourdaissière, sur labourdaissière.com, et elle est donc amenée à voyager plus tard dans le monde entier. Merci beaucoup Louis-Albert de Broglie d'être venu sur notre plateau. Alors on va faire une courte pause après la pub. On va retrouver Patrick Diard pour le Cyclorail 37. Donc c'est du vélo sur une voie SNCF à la confluence de 3 départements. Et puis je vous le disais, François Beaune, auteur en résidence à Amboise, il est à l'écoute de vos vies pour son projet Histoire vraie. A tout de suite. De retour sur le plateau de Tilt, nous accueillons François Beaune. Merci d'être avec nous. Vendredi soir, une grande veillée à la Charpente, lieu de résidence à Amboise.
Vous allez nous expliquer tout ça en détail, mais juste avant, j'accueille face à vous Patrick Diard. Merci d'être avec nous, Patrick. Votre association Cyclorail 37 est installée à Château-Lavallière. C'est la 2e saison pour ce vélorail, le seul de la région centre. Alors, il y a 2 parcours, 2 distances. Oui. Lesquelles sont-elles? Alors, la première partie, c'est 3 km 500 pour ceux qui sont un peu moins courageux pour peu moins pédaler. vaillants. Et autrement, c'est 7 km. Mais là, actuellement, pour des raisons techniques, on a été obligé de raccourcir un peu le parcours pour la sécurité de nos visiteurs à 5 km 600, ce qui est déjà pas mal. Combien de temps si on Alors, fait le 3,5 pour les par 7 exemple km, normalement, on met à peu près 1 heure. Là, on va mettre 3 quarts d'heure pour aller et 3 quarts d'heure retour. Comment ça fonctionne? Enfin, c'est exactement comme un vélo, seulement on est assis? Oui, c'est ça. Vous avez, c'est un chariot en fait à 4 roues qui va sur la voie et il y en a 2 qui pédalent et deux qui se reposent. Au retour, on peut faire l'inverse. On peut faire, oui, on part à 4, on peut partir à 4. À 4, oui. Oui. D'accord. Et comment ça fonctionne par rapport à vous? Est-ce qu'il faut réserver? Alors, la réservation est obligatoire pour des raisons d'organisation, de telle manière qu'on puisse organiser, nous, nos créneaux de départ. Il y en a 4, 9h, midi, 15h et 17h. Le départ à 17h, on limite à 3,5 km pour des raisons de temps, en fait. D'accord. Donc réserver, c'est juste pour... Alors, il y a un numéro de Ouais, téléphone. Oui, il s'affiche. Hein, voilà, C'est il y juste a le pour site être- internet. C'est juste pour être sûr, on est obligé de réserver. Il faut absolument réserver, c'est indispensable. Oui. En termes techniques, c'est facile, c'est un peu compliqué? Alors, c'est facile. Nous, moi qui le fais régulièrement, ça pose pas trop de problèmes. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour pouvoir faire ça. Au D'accord. contraire, c'est une excellente balade. On prend la nature. 90% du parcours est ombragé. Donc, par les jours de grand soleil, c'est génial. Bon, on prend le frais. On prend le frais. Justement, en question de panorama, donc on est à Château-Lavallière. Ouais. Cette ligne-là, c'est donc une ancienne ligne de la SNCF qui était désaffectée. Absolument. C'est l'ancienne ligne Paris-Bordeaux via Chartres, D'accord. qui servait à l'époque d'itinéraire bis par rapport à la ligne Paris-Bordeaux via Orléans et Tours, D'accord. Qui a été désaffectée. qui a été Donner désaffectée. une nouvelle jeunesse là, avec C'est le ça. cyclorail. Voilà, Donc les 7 km, c'est exclusivement à travers de la forêt? exclusivement C'est ça. à travers de la forêt. D'accord. Voilà. Et on peut avoir la chance de rencontrer quelques animaux, des cerfs, biches, des superbes oiseaux aussi. Il faut avoir un peu de chance. Cette association, elle est née il n'y a pas si longtemps, fin 2018. Vous C'est êtes ça. une quinzaine aujourd'hui C'est ça. à exploiter en fait ce tronçon de ligne. Oui. Vous avez eu, j'imagine, quand vous êtes arrivé là-bas, il y avait énormément de 40 ans à l'abandon, il y avait énormément d'arbres, C'est de ça. broussailles. C'était beaucoup de travail. Pour information, le dernier train voyageur est passé en 1970 et le dernier train de fret en 1980. Donc forcément, en 40 ans, la nature a repris ses droits et je peux vous dire, elle a repris ses droits. Oui, sans doute. Donc on s'est retrouvé face à un mur de végétation. Le rail était noyé à l'intérieur de tout ça. Donc là, humainement, c'était pas possible. Il a fallu envisager à ce moment-là de faire appel à une société agréée SNCF, de telle manière à pouvoir débroussailler avec un engin, chose qui a été faite en début d'année. Et nous sommes très heureux que ça soit fait parce que maintenant, ça nous ouvre un parcours formidable. Et humainement, justement, là, de vous retrouver ensemble à faire ce projet, c'est important pour Château-Lavallière. Enfin, c'est vraiment Alors, c'est très important un lien parce que social. nous, notre but, c'était de donner, de faire découvrir Château-Lavallière et ses environs, où il y a des choses formidables à voir. Et c'est de faire restaurer un patrimoine ferroviaire, moi qui suis ferroviphile, qui est formidable, quoi. Et donc, nos visiteurs, ils ont l'occasion donc de voir la nature de près. Et en même temps, on leur indique, nous, tout ce qu'il y a autour à voir. Oui, parce qu'on part également de l'ancienne gare de Château-Lavallière. Voilà. Les tarifs, ça coûte combien de faire du cyclorail? Alors les tarifs, pour en parler, il vaut mieux aller voir sur le site internet. Il y a Mais plein disons, d'astérisques. c'est pas plus de 20 euros. Pas plus de 20 euros. Pour 4 personnes. Hein. D'accord. Voilà. Donc 5 euros par personne.
ça va, c'est pas très cher. Merci beaucoup Patrick d'être venu. Merci. On espère venir vous voir, nous aussi, cyclorail37.fr. Bon, bah, vous en avez déjà fait, vous? J'ai jamais fait de cyclorail. Non. Mais il faut, et moi, Il faut le je faire. suis d'accord avec vous, c'est le train, c'est important. Et en arrivant à Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, Oui. pour venir ici travailler sur le Val d'Amboise, il y avait un contrôleur zélé qui expliquait à chaque arrêt que le train consomme 50 fois moins de CO2 que la voiture. Bien sûr. Ah oui. Bien Alors sûr, là, énorme, hein. bien sûr. Ah oui. À pédale, encore Moi, moins. je prends beaucoup le train, je ne sais même pas conduire. Donc, j'ai pas le choix. Bon, on va parler de vous justement, François Beaune. Histoire vraie en Val d'Amboise, vous recueillez les histoires des habitants. C'est un projet de longue date pour vous. C'est notre chronique, c'est notre rubrique La Bamboche. La Bamboche, c'est reparti. Alors, on reprend votre démarche. Tendre votre micro en posant cette question, donc je la lis. Parmi les récits de votre vie, de 0 à maintenant, quelle est l'histoire la plus marquante que vous souhaiteriez transmettre au monde? C'est ça, vous faites ça depuis plus de 10 ans. Vous posez votre micro comme ça. Ouais, Qu'est-ce que c'est- vous recherchez en posant cette question? Ça a commencé, j'ai découvert ma mère est prof d'anglais, elle avait dans sa bibliothèque ce livre qui s'appelle True Tales of American Life, les histoires vraies des Américains, et c'était un projet qu'avait mené Paul Auster aux États-Unis. Il avait fait un appel à la radio nationale américaine, il avait dit « Envoyez-moi vos histoires vraies ». Il avait défini le terme, ce sous-genre qu'est l'histoire vraie, disant que c'est une histoire courte avec un début et une fin, une histoire donc classique avec une chute, et qui paradoxalement ressemble plus à de la fiction qu'à la réalité. Et je m'étais dit que c'était un bon biais pour aller à la rencontre des gens, et en particulier ayant été invité en résidence à Marseille, je leur ai proposé de créer une archive avec le MUSEM, le musée des méditerranéens, qui venait de s'ouvrir, d'histoires vraies des habitants de la Méditerranée. Et donc je suis parti pendant 1 an et demi avec mon petit micro, faire le tour de la Méditerranée et collecter les histoires des habitants. Alors ça, c'était Ça, l'année c'était européenne, c'était il y a en 10 ans. 2013. Ouais, voilà, j'ai fait Vous le avez- tour de 2011 à 2013 et j'ai ramené toutes ces histoires en 2013 qui ont donné un livre qui s'appelle La Lune dans le puits, qui est un récit, un recueil d'histoires vraies des habitants. J'en avais 1500 à peu près. Mais cette démarche, J'en ai choisi, quoi, voilà. cette démarche, elle continue encore aujourd'hui à Amboise. On va Voilà. revenir dessus. Qu'est-ce que vous recherchez en faisant ça? Bah, je pense comme tout auteur ou tout artiste en général, c'est-à-dire à me poser la question de comment j'attrape la réalité, comment je vais m'accaparer le réel pour pouvoir le restituer aux lecteurs, aux spectateurs, etc. Et il me semble que d'être au plus près de la réalité, d'aller voir les gens un peu au hasard des rencontres sur le territoire, mais aussi en organisant ces veillées, comme on va faire là, vendredi à 18h avec, à la Charpente, chez Nanou et Alex, avec qui on fait ce projet tous ensemble. Eh bien, moi, ça me permet d'être au contact de toutes les... un maximum des réalités des habitants de France en particulier, qui est quand même le pays que j'habite, mais aussi pas que en France, puisque récemment, là, on a été avec un illustrateur égyptien, invité quelques mois à passer du temps avec les habitants de Tunis. Et donc, un des bouquins qui va sortir bientôt aux éditions Elisade, ce sera une restitution des histoires qui nous ont marqués, des habitants de Tunisie. Et justement, est-ce que parmi toutes les histoires, peut-être les milliers d'histoires que vous avez entendues en 10 ans, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus qu'une autre? C'est quoi l'histoire qui vous a le plus marqué parmi celles que vous avez recueillies? En 10 ans d'histoire, c'est compliqué. Il y a là, je pense à une histoire libanaise parce que je pense au Liban en ce moment. C'est une telle catastrophe humanitaire, ce que vivent les amis libanais. Donc, moi, j'ai passé plusieurs mois au Liban et donc j'ai des amis qui me tiennent au courant un peu de la situation. Et je pense aussi à des histoires palestiniennes. Voilà, on a vécu encore une fois le même Alors, conflit. si on retourne à Amboise, Mais parce que alors, Amboise, c'est tout récent, vous venez juste Oui. d'arriver. Hein. Oui, Ça vous a à allez me peine dire, je suis hors commencé. sujet en vous parlant de ça, mais en fait, c'est la même chose, puisque les histoires très locales sont des histoires universelles, et on va avoir de très belles histoires sur le Val d'Amboise, sur les 13 communes qui composent cette communauté de communes. Et c'est pour moi aussi intéressant d'aller sur le Val d'Amboise que d'aller passer du temps, je ne sais pas, à Naplouse ou à Zarlé au Liban ou à Baalbek. Parce que c'est toujours des histoires de personnes. C'est les gens, on repart de l'individu pour repenser le monde et repenser un territoire. Et je pense qu'on va être surpris
des histoires que vont nous confier les habitants du Val d'Amboise. C'est ça qui va être beau. Vous dites que c'est un reflet par les histoires des personnes qui vivent, c'est un reflet du territoire. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà, c'est tout récent, hein, mais il y a des choses que vous avez déjà constatées sur Amboise? Je pense que c'est trop tôt pour l'instant. Et ce qui est très important dans le projet, c'est de ne rien savoir au départ, pour que je puisse être au maximum à l'écoute et dans une forme de candeur, d'innocence, où quand j'arrive sur un territoire, je ne vais pas lire sur le territoire, par exemple. Je ne vais pas me renseigner, m'informer. Je vais partir réellement des paroles des habitants et ensuite, a posteriori, évidemment, je lirai sur l'histoire, qui est très riche en plus sur le Val d'Amboise, et afin de recomposer un contexte. Alors vendredi 2 juillet à 18h à la Charpente, ça prend quelle forme? Vous tendez votre micro, tout le monde vient, ceux qui veulent, et on écoute les histoires. Ce sera en 2 parties. D'accord. À partir de 18h, on va se rencontrer. Je vais aussi un peu expliquer, moi, comment j'écris, ce que j'écris, les différents romans de fiction ou de non-fiction que j'ai déjà écrits. Ça permettra de se rencontrer, de boire un coup, de manger un petit bout. Il y aura à boire, à manger. Les gens peuvent venir aussi. Ouais. Voilà. C'est vraiment dans la convivialité que ça se fait. C'est dans le plaisir de se rencontrer, hein, tout bêtement. Et ensuite, en deuxième partie, évidemment, on se mettra en cercle, comme d'habitude, et chacun racontera l'histoire qu'il souhaite partager avec le reste du monde. Je dis, pas seulement entre habitants du Val d'Amboise, mais ces histoires, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Ça se trouve, ce sera un livre, une chronique, peut-être dans la Nouvelle République, un seul en scène, un spectacle. À chaque fois, on va trouver la forme idoine pour raconter ces histoires. On est curieux de voir ça, d'en savoir plus. Donc ça commence le 2 juillet à 18h à La Charpente. Pour avoir des informations et écouter déjà quelques histoires, c'est lacharpentehistoirevraie.com. Patrick, j'espère que ça vous a captivé. Oui. J'espère vous voir bientôt à Cyclorail 37. Merci beaucoup à vous, François, d'être venu. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir regardés. Excellente fin de journée. Tout de suite, c'est l'information sur TV Tour. Et à demain.